m'avoir invité, merci à vous d'être venus. Donc je vais essayer de faire une conférence assez synthétique, en essayant de demeurer le plus exhaustif possible. Donc les États-Unis en Afrique, et le dispositif militaire essentiellement. Tout au long de la guerre froide, l'Afrique a été un théâtre d'opérations mineures aux yeux des États-Unis. Ils ont globalement délégué leur politique étrangère et leur influence à travers des puissances régionales, la France dans son précaré africain en Afrique francophone, le Zaïre du maréchal Mobutu en Afrique médiane, notamment dans la guerre contre l'Angola, l'Afrique du Sud, à l'époque encore sous apartheid, en Afrique australe, contre le Frélimo au Mozambique et contre le MPLA aussi dans la guerre civile en Angola. Cela change à partir du moment où la surdétermination Est-Ouest qui dominait le monde depuis 1945 s'est brisée. En printemps 1990, le secrétaire d'État à l'époque de Bush père, qui était James Baker, a fait une grande tournée diplomatique en Afrique. Il va en Afrique du Sud, il va au Zaïre, et il annonce l'intention de Washington de s'impliquer beaucoup plus durablement sur le continent et de soutenir à l'époque le processus des conférences nationales souveraines. Je ne sais pas si vous savez, mais en juin 1990, le président François Mitterrand avait fait, lors du sommet France-Afrique de La Baule, un grand discours pour la démocratie en Afrique. Et à ce moment-là, les États-Unis faisaient de l'observation et soutenaient ce processus. Ils avaient également augmenté leur dispositif de soutien économique et d'aide au développement à travers leur agence, qui est l'USAID, notamment renforcée en Afrique orientale, en Ouganda, à l'époque présidée par Yoweri Museveni, toujours d'actualité, en Éthiopie, en Érythrée et au Sud-Soudan. Donc les Américains prévoyaient de s'impliquer plus durablement, mais est-ce que leur implication sur le continent constituait une rupture stratégique? Nouvelle politique? Non, on y voit plutôt une continuité stratégique qui remonte aux premières années de l'administration Truman, c'est-à-dire le mémorandum de George Kennan de février 1948, qui annonçait comment maintenir la domination américaine à l'échelle globale, notamment pour s'assurer le contrôle des matières premières stratégiques, et le discours également du président Truman d'investiture en janvier 1949, où dans son point 4, il élève l'aide au développement et le soutien aux pays au développement comme question de sécurité nationale, vis-à-vis du tiers-monde. Donc première visibilité américaine médiatique, visibilité médiatique d'envergure en Afrique. Vous avez sûrement tous vu le film La chute du faucon noir, donc l'opération Restore Hope en Somalie, déclenchée en décembre 1992, qui est la première intervention médiatisée à vocation humanitaire de l'armée américaine en Afrique. Donc ça a été un échec, 18 rangers assassinés dans les rues de Mogadiscio. L'installation de l'armée américaine dans la Corne de l'Afrique, près du détroit de Bab el-Mandeb, qui était à l'époque le deuxième point de passage pour les tankers et les pétroliers qui venaient du Golfe Persique, a dû être reporté. Et Bill Clinton, à son arrivée en novembre 1992, a décidé de faire un retour à une stratégie de contrôle à distance et de délégation par proxy. Donc on commence par une montée, dans une première partie, je vais parler de la montée en puissance qui a été proportionnelle aux investissements économiques sur le continent. Donc premières annonces. Le chef du bureau Afrique du département d'État, George Moose, en 1993, le secrétaire au commerce, Ron Brown, en 1995, lors du sommet France-Afrique qui était à Dakar, le secrétaire d'État Warren Christopher, octobre 1996, et Bill Clinton au printemps 1997 lors de sa grande tournée africaine. Tous disent que le dialogue bilatéral en Afrique francophone entre la France et l'Afrique est terminé. Donc là, je veux revenir sur la notion de France-Afrique. La notion de France-Afrique, le système de la France-Afrique, est foncièrement un système bilatéral. À partir du moment où les dirigeants africains peuvent manœuvrer auprès d'autres grandes puissances, la France-Afrique n'est pas le seul déterminant aujourd'hui en Afrique. Même si ce thème a encore beaucoup de résonance, notamment sur la question du franc CFA. Donc, octobre 1996, j'ai dit le secrétaire d'État Warren Christopher, mise en place de l'ACRI, qui est un programme de développement des forces d'intervention rapide régionales dans la CEDEAO, en essayant de s'appuyer sur le Nigeria, mais ayant des problèmes initiaux, car le Nigeria, dans les années 90, est confronté à d'importantes crises politiques internes, ou dans la communauté est-africaine, en s'appuyant sur le Kenya et l'Ouganda. Donc, développement et augmentation de la formation militaire nationale
dans les pays de la communauté est-africaine à travers les programmes qui existaient déjà, notamment le programme AIMET, et une formation qui a été créée sur le modèle de ce qu'on connaissait sur l'école des Amériques, la School of Americas, qui formait notamment les militaires latino-américains pendant les années 70 et 80, et les militaires indonésiens, par exemple, sous la présidence de Suharto en Asie du Sud-Est. Donc première phase, la prédation économique sauvage. Donc là, on va partir des Grands Lacs, c'est-à-dire Ouganda, Rwanda, puis faire un pivot vers l'Afrique médiane et le Zaïre, devenu depuis République démocratique du Congo. Donc les Américains forment les futurs dirigeants de demain, ce que Clinton appelait la nouvelle génération des leaders africains. Donc John Garang, au Sud-Soudan, qui a été formé par les Bérets Verts à Fort Bragg, au Texas, et Paul Kagame, l'actuel président du Rwanda, qui a été formé au Kansas, à Fort Leavenworth. Très liés, donc des dirigeants très liés à la formation militaire américaine. À partir de 93-94, on a le soutien du Pentagone, notamment du renseignement militaire et de la DIA, qui déploie une antenne à Kampala, en Ouganda, qui commence à livrer du matériel qui a été recyclé de l'intervention somalienne qui a été abandonnée en octobre 93. Le matériel américain, parce que les Américains, quand ils quittent un théâtre d'opération, n'emportent pas toutes les munitions et les armes avec eux, ils en laissent beaucoup. Et ce matériel a été recyclé en Ouganda et au Rwanda en prévision de l'invasion d'octobre 96 menée par Laurent Désiré Kabila et par les forces rwandaises et ougandaises contre le Zaïre. Donc dans le sillage de cette invasion s'insèrent les multinationales américaines et canadiennes, notamment les multinationales dans le secteur minier. On a l'American Mining Field Corporation, qui a son siège social dans l'Arkansas, l'État de Bill Clinton. On a la compagnie canadienne Barrick Gold, qui est spécialisée dans l'extraction aurifère, qui signe des accords dès octobre 1996 avec la rébellion, en vue d'obtenir de juteux contrats d'exploitation dans les différentes provinces du Zaïre. Donc ça concerne le cuivre, au Katanga, ça concerne le cuivre de Kolwezi, le cobalt, le zinc à Kipushi, le coltan, qu'il y a dans les smartphones qui sont dans le Kivu, l'or aussi, qui est présent au sud Kivu. Donc on reste sur une utilisation de mouvements proxy pour faire pression sur le nouveau pouvoir congolais, car lorsque Laurent Désiré Kabila prend le pouvoir, il se rebelle après contre ses parrains. Du coup, les forces essentiellement anglo-saxonnes, à travers le Rwanda et l'Ouganda, utilisent des mouvements de proxy à l'est de la République démocratique du Congo pour faire pression sur le gouvernement central congolais. Donc au fil des années, on a eu le RCD Goma, d'Azarias Rouberois à partir de 1998. À partir de 2008, on a eu le CNDD de Laurent Nkunda. Puis en 2012-2013, on a eu le M23 du chef de guerre qu'on appelait Terminator, qui s'appelait Bosco Ntaganda, et qui était à l'époque soutenu par les puissances anglo-saxonnes via le Rwanda. Il faut savoir que ces poussées, ces fièvres de violence à l'est de la RDC correspondent souvent à l'indocilité du pouvoir congolais vis-à-vis des puissances anglo-saxonnes et de ces multinationales. Ça veut dire que dès que le gouvernement congolais fait des appels d'offres et favorise, je prends au hasard les investissements chinois, tout d'un coup, une rébellion apparaît dans l'est du pays et mobilise de nouveau tout l'appareil sécuritaire congolais. Et vu la distance du pays, vu la superficie d'un pays qui fait à peu près 5 fois la France, avec des infrastructures catastrophiques, vous comprenez la logique des priorités qui se met en place dans l'esprit des dirigeants congolais. Donc là, j'étais sur la prédation économique sauvage. Sur un plan des administrations et sur un plan plus officiel, à partir du deuxième mandat de Clinton, en juin 1997, Bill Clinton lance le partenariat pour la croissance en Afrique. À l'époque, l'Afrique, c'est 1% du commerce extérieur américain, mais 80% de ces 1% concernent les investissements pétroliers dans le golfe du Guinée, Nigeria, Congo-Brazzaville, Guinée équatoriale. En juin 2000 est mis en place le système AGOA. C'est un régime préférentiel tarifaire valable 8 ans et renouvelable sous conditions. Donc dans ces conditions, on a les conditions classiques des institutions internationales, la bonne gouvernance, avec tout le flou que je la constitue, une bonne application des droits de l'homme. C'est pour cette raison, par exemple, que le Burundi, en 2015, et le président Nkurunziza a été exclu du régime AGOA car il ne respectait pas les droits de l'homme dans son pays.
Ce système pose cependant un problème par son unilatéralité criante. Seuls les États-Unis ont le droit de regard sur les récipiendaires des tarifs et la liste des produits concernés. Ça veut dire que, je vais prendre un exemple, le Burkina Faso a été menacé d'être exclu du régime AGOA s'il subventionnait beaucoup trop la production de coton, qui est un des produits, le principal produit d'exportation du Burkina Faso. Donc je dis, en 2001, lorsque la guerre contre le terrorisme de George W. Bush se déclenche, 80% des produits importés via l'AGOA concernent pétrole, produits miniers. Donc 2001, lancement de la guerre contre le terrorisme. Se superpose à cette guerre contre le terrorisme en Afrique une nouvelle politique de sécurisation des approvisionnements énergétiques américains. En à peu près 2 ans, de 2001 à 2003, la visibilité militaire américaine a explosé de manière spectaculaire. Donc en mai 2001, alors que les grandes majors américaines, notamment ExxonMobil, commencent à exploiter des gisements pétroliers offshore au large du delta du Niger, notamment le super gisement de Hera, Dick Cheney le vice-président Dick Cheney, le vice-président de W. Bush, dirige la commission d'études énergétiques qui rend son rapport final en mai 2001. Il y est précisé, j'ouvre les guillemets, je vous donne la citation, « Avec l'Amérique latine, l'Afrique de l'Ouest est amenée à devenir à court terme l'une des plus importantes zones de production pétrolière et gazière pour le marché américain. Le pétrole africain s'avère de haute qualité, à la fois pauvre en sulfure et tout à fait adapté aux autres exigences, toujours plus strictes concernant les produits finis. Il donnerait ainsi une part de marché croissante aux raffineries de la côte est des États-Unis. » Si on lit entre les lignes cette phrase, on peut conclure que hydrocarbures africains, enjeu de sécurité nationale, donc qui dit enjeu de sécurité nationale, dit enjeu soumis à une militarisation croissante. C'est comme ça que fonctionnent les États-Unis. L'armée américaine jouera ainsi en Afrique ce que, au XIXe siècle, la Royal Navy avait fait pour la Compagnie des Indes orientales. Donc, supervision et sécurisation des approvisionnements. Effectif à partir de janvier 2002, mise en place de l'African Oil Policy Initiative Group, qui regroupe des membres de l'administration Bush et des intérêts privés. On y retrouve le chef du bureau Afrique du département d'État, Walter Kahnsteiner. On retrouve la chef du bureau Afrique pour le Pentagone, lieutenant-colonel Karen Kakowski. Et on retrouve beaucoup de dirigeants de compagnies pétrolières. Le vice-président de Chevron Texaco, la grande multinationale pétrolière américaine, qui est alors en négociation au Tchad, dans le bassin de Doba, au sud du Tchad, et sur des blocs en offshore proches, au Congo-Brazzaville et en Angola. On y trouve aussi la compagnie Vanco Energy, qui elle-même exploite plusieurs blocs offshore en Guinée équatoriale depuis le milieu des années 90. Coordination accrue, groupe de coordination accrue sur les dossiers. Je vais faire une petite chronologie des premiers mouvements des multinationales américaines et de l'armée qui le suit. Printemps 2002, ExxonMobil et Chevron Texaco se taillent la part du lion dans le bassin de Doba, comme je l'ai dit, et entament la construction d'un pipeline qui part du sud du Tchad, qui traverserait le Cameroun jusqu'au port camerounais de Kribi, dans le golfe de Guinée. Pipeline pour un montant de 3,7 milliards de dollars. En avril 2002, le commandement européen américain, car il faut savoir que comme il n'y a pas de commandement intégré encore américain pour l'Afrique, l'Afrique orientale est sous commandement du CENTCOM américain qui gère le Moyen-Orient, et l'Afrique occidentale est sous commandement du EUCOM, qui est le commandement américain pour l'Europe. Donc l'EUCOM accorde des contrats à des sociétés militaires privées, notamment MPRI, DynCorp, pour la protection des plateformes offshore au Nigeria et en Guinée équatoriale. Donc, dans ces deux pays, la législation permet aux compagnies américaines d'être majoritaires dans les consortiums d'exploitation. Donc ExxonMobil, Chevron Texaco, Amerada S, Marathon Oil Corporation, Hunt Oil, Vanco Energy, que j'ai cité tout à l'heure en Guinée équatoriale, obtiennent de belles parts en Guinée équatoriale, au Nigeria et au large du Cameroun. En août 2002, les îles de Sao Tomé et Principe signent un accord permettant l'installation d'une base permanente pour l'US Navy, chargée de protéger donc les intérêts commerciaux, les intérêts pétroliers américains dans le golfe de Guinée, et de lutter contre la piraterie dans le delta du Niger. Immédiatement, ExxonMobil et Chevron Texaco obtiennent des concessions offshore, et ils seront au Nigeria notamment, et ils seront rejoints peu après par une autre compagnie qui est Cosmos Energy, qui est une compagnie junior pas très connue, mais très implantée au Sénégal et en Mauritanie notamment.
En septembre 2002, le secrétaire d'État Colin Powell rend visite au président Dos Santos en Angola, reconnaissance officielle du gouvernement marxiste du MPLA, comme quoi une fois que la surdétermination Est-Ouest a sauté, les relations idéologiques peuvent s'aplanir. Chevron Texaco obtient immédiatement de nombreuses concessions offshore dans l'enclave angolaise du Cabinda, proche du Congo-Brazzaville, et ExxonMobil commence à exploiter le offshore profond au large de Luanda. Jusqu'en 2012, Washington, pour donner un chiffre, absorbait 40% de la production pétrolière angolaise, en légère diminution à partir de 2012, notamment grâce à l'exploitation des pétroles de schiste américains sur le sol national. Donc, augmentation de la visibilité militaire américaine entre 2001 et 2003. Le programme ACOTA est lancé. Donc ACOTA, c'est ce qui a remplacé l'ACRI, que je vous ai parlé tout à l'heure, qui a été créé en octobre 1996. Oui. L'ACOTA prend la place de l'ACRI à partir de 2002. Jusqu'à aujourd'hui, on estime environ 160 000 instructeurs et militaires et officiers militaires africains qui sont passés par le programme ACOTA, essentiellement venant des pays du Sahel et de l'Afrique orientale. Donc l'armée américaine, on a dit l'US Navy, donc Golfe du Guinée, l'armée américaine intervient également dans le processus de peace building qu'elle fait notamment en Sierra Leone et au Libéria, après le départ du dictateur Charles Taylor en 2003. Autre condition du déploiement militaire américain en Afrique, le déploiement sous couvert humanitaire. Donc là, c'est une doctrine partagée et par les néoconservateurs de l'administration Bush et par les penseurs internationalistes libéraux qui sont très présents dans le Parti démocrate. Je pense à Hillary Clinton, évidemment, Samantha Power, Susan Rice. Ce sont des personnes qui ont été dans l'administration Clinton dans les années 90 et qui interprètent de manière biaisée les tueries et les événements qui se sont produits en ex-Yougoslavie entre 92 et 95 et avec le génocide du Rwanda en 1994. Donc c'est ces personnes qui ont introduit dans le droit international le concept de R2P, de responsabilité protégée, dont la première utilisation a été faite lors de l'opération Harmattan en Libye, pour renverser le gouvernement. C'est une résolution qui est 1973 qui a été votée selon la R2P, mais qui a été violée pour faire du changement de régime. Donc, deux exemples, je vais vous citer deux exemples de ces opérations de type sous couvert humanitaire. La crise du Darfour, à partir de 2003. Donc je vais remettre en perspective historique. À partir de 2003, les rébellions du Sud-Soudan, menées par John Garang, commencent à négocier la paix avec le gouvernement central de Khartoum, la paix, ce qu'on appelle le processus de Naïva-Chad. Donc les tensions connaissent une baisse au Sud-Soudan, mais à partir de 2003, plusieurs rébellions, l'armée de libération du Soudan, le mouvement pour la justice et l'égalité, partent du Tchad et attaquent le nord Darfour, qui est la province la plus occidentale du Soudan. Donc ils s'emparent de l'aérodrome d'El Fasher, occupent la ville de Goulou, qui est une des villes les plus importantes de la province du nord Darfour. Le gouvernement de Khartoum réagit, envoie ses forces réprimer la rébellion et utilise des milices irrégulières qu'on connaît sous le nom de Janjaweed. À partir de là, se met en branle la machine internationale. L'ONU envoie le juge italien Antonio Cassese faire une mission d'observation au nord Darfour et au sud Darfour. Le juge Cassese constate qu'il n'y a pas, à proprement parler, de génocide, ni d'acte de génocide. Il y a certes des massacres, des tueries, de la répression, mais on ne monte pas assez au niveau rouge qui permettrait le déclenchement d'une mission immédiate des Nations Unies, que ce soit chapitre 6 ou chapitre 7, au nord Darfour. Quelques mois après, Colin Powell se rend au Darfour et déclare lui qu'il a vu un génocide. Donc la machine médiatique se met en marche en Europe, notamment avec le collectif Urgence Darfour, où on retrouve nos lumières nationales, Bernard-Henri Lévy, Bernard Kouchner, toute la bande. Et aux États-Unis, où on mobilise les acteurs, Brad Pitt, Angelina Jolie, ça donne lieu à des scènes assez cocasses, parce qu'une fois, il y a eu un plateau qui débattait des violations des droits de l'homme au Darfour, et à une même table, là où, comme il y a Hassan et moi, il y avait George Clooney, d'un côté, nous expliquer comme quoi c'était de sa responsabilité morale de s'impliquer dans les violations des droits de l'homme au Darfour. Et à côté de lui se tenait Eric Prince,
le fondateur de Blackwater, qui disait exactement la même chose. Il fallait à tout prix intervenir, s'impliquer au Darfour. Donc, question sous-jacente à cette crise du Darfour. À partir de 1997, le gouvernement de Khartoum accorde à la compagnie d'État chinoise, la CNPC, l'exploration du bloc 6 au sud Darfour. À partir de 2001, Khartoum, toujours, donne une nouvelle licence d'exploration et d'exploitation à la CNPC, toujours, du bloc 12 du Nord Darfour, qui recèlerait parmi les plus grandes réserves pétrolières onshore de cette partie du continent. Car elle serait dans le prolongement des champs pétrolifères libyens, du sud libyen de l'Enedi, qui irait jusqu'à la couche au Nord Darfour. Là, je vous donne vraiment les vraies raisons de cette mobilisation médiatique. C'est rarement pour les droits de l'homme. Les droits de l'homme sont souvent un habillage dans ce genre de situation. Échec de la mobilisation, donc, car on voit bien que la situation au Darfour est gelée complètement, les Occidentaux ne sont pas intervenus, l'opinion publique n'a pas suivi, et aussi il n'y a pas eu de consensus global au sein des pays bénéficiaires de la formation ACOTA, mis en place à partir de 2002. Deuxième exemple de mobilisation à caractère humanitaire, l'opération Kony 2012. Joseph Kony, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est le leader de l'armée de résistance du Seigneur, qui est un groupe rebelle assez dangereux, effectivement, qui est entre l'Ouganda, le Soudan et la République centrafricaine. Donc une ONG à partir de 2012 qui s'appelle Enfants Invisibles fait un clip qui a tourné sur tous les réseaux sociaux du monde, utilisant le même procédé qu'avait fait l'association Urgence Darfour et Save Darfour, pour mobiliser les États-Unis, l'Occident, pour une intervention directe contre l'armée de résistance du Seigneur au nord-ouest de l'Ouganda, et dans une partie du Sud-Soudan. Cette opération commence en 2012, l'opération de l'ONG. En 2009, avait été votée par le Congrès américain, je vais vous dire le nom d'Allo en anglais, la LRA, Disarmament and Northern Uganda Recovery Act. Donc l'objectif sous-jacent, car Yoweri Museveni, qui a été longtemps un allié des États-Unis, était très réticent à ce moment-là, était l'extension du champ d'action des forces spéciales américaines en Ouganda et en RCA. Donc une globalisation accrue des forces spéciales américaines, dans une perspective plurale, mais spécialement sur ce dossier. Entre 2002 et 2016, sur le plan organisationnel, comme je vous l'ai dit, toutes les forces américaines en Afrique sont sous commandement mixte, EUCOM, CENTCOM. En octobre 2001, sur le plan organisationnel, les Américains ouvrent leur base à Camp-le-Monnier à Djibouti. Donc il y a environ 3500 hommes, plus la logistique, plus des contracteurs privés. Elle abrite ce qu'on appelle la Joint Task Force Corne de l'Afrique, qui recouvre d'abord le Yémen, parce que le Yémen est concerné notamment par ce qui est en face de la Corne de l'Afrique, et toute une portion territoriale qui part de l'Érythrée, du Soudan et de l'Érythrée, pour descendre jusqu'au Mozambique. Donc vraiment toute la façade est de l'Afrique. En novembre 2002 est lancée, cette fois-ci à l'ouest de l'Afrique, l'initiative pan-sahélienne, dont le QG est à Dakar et qui regroupe les 3 pays du Maghreb et 6 pays du Sahel, Mauritanie, Sénégal, Burkina Faso, Mali, Niger. Objectif, lutte contre le groupe salafiste pour la prédication et le combat, le GSPC, dirigé par Abdelmalek Roudal, et prévenir la contagion islamiste dans toute cette zone qui est extrêmement poreuse à tous les trafics de drogue, trafic de migrants, le sujet d'aujourd'hui. La Pan-Sahel Initiative est transformée à partir de 2005 en initiative antiterroriste transnationale, ce qu'on appelle la TSCTI. Donc, si vous voulez aller sur le site de Africom, aujourd'hui le commandement intégré, vous pouvez regarder en quoi consiste ce programme de la TSCTI. On assiste à une amélioration progressive des capacités opérationnelles à travers ces programmes, la PSI et la TSCTI. Comment se fait l'établissement du commandement régional américain en Afrique, Africom? 2 facteurs d'importance mondiale vont amener cela. Premier facteur, la montée en puissance de la Chine sur le continent noir. Donc à partir de janvier 2005, Pékin publie son livre blanc sur l'Afrique, qui promeut la non-ingérence dans les affaires souveraines et intérieures des États, ce qu'on a appelé le consensus de Pékin par rapport au consensus de Washington qui était promu par le FMI depuis les années 70.
En novembre 2006, le président Hu Jintao convoque le premier sommet France-Afrique à Pékin, Chine-Afrique, pardon, à Pékin. 50 délégations africaines se rendent à Pékin, et parmi les plus importantes autorités du continent. Donc on n'a pas seulement le ministre de l'économie, on a les chefs d'État qui se déplacent avec leur premier ministre qui défilent devant Hu Jintao à Pékin. Là, pour le coup, ça a été un sacré choc pour les Américains. Deuxième facteur d'importance, le renforcement des entités islamistes régionales progressivement rattachées à la nébuleuse globale Al-Qaïda. Donc en automne 2006, on assiste aux premiers attentats du groupe Al-Shabaab en Somalie, dans le Somaliland et dans l'Ogaden éthiopien. En janvier 2007, le GSPC sahélien fait officiellement allégeance au numéro 2 d'Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri. Et depuis 2002, la secte islamiste Boko Haram prend de plus en plus d'importance au nord-est du Nigeria, dans les États, parce que le Nigeria est un grand État fédéral, donc dans les États de Borno et de Yobe, qui bordent la coin nord-est du Nigeria, près du lac Tchad. En février 2007, George W. Bush annonce la création du commandement, et le commandement se met en route à partir de novembre 2008 et de l'élection de Barack Obama. Donc choisir un beau visage pour installer la présence militaire en Afrique, qui est mieux que Barack Obama. Ou bien qu'Hillary Clinton a eu moins de succès. Et ça s'est vu avec le discours de Barack Obama en juin 2009 au Parlement ghanéen à Accra. Je vais maintenant découper géographiquement comment Africom s'est déployé en Afrique. Donc je vais commencer par le théâtre est-africain. J'ai parlé de la Joint Task Force Corne de l'Afrique, 3500 hommes et contracteurs à Corne-le-Monnier, plus l'installation de drones d'attaque Reaper sur la base aérienne de Corne-le-Monnier. Intensification du programme ACSS, c'est African Center for Strategic Studies, c'est un centre qui a été créé à partir de 1999, après les attentats qu'il y a eu contre les ambassades américaines à Nairobi et Dar es Salaam, sur le modèle forum régional, formation militaire, toujours dans la continuité de la CRI et de la Lakota. Première opération menée par Africom, supervisée par Africom, en appui des missions de l'Union africaine. L'opération militaire conjointe début 2012 en Somalie, qui regroupait les troupes kenyanes, ougandaises, éthiopiennes et burundaises. Donc contre la mouvance islamiste Al-Shabaab dans la corne somalienne. Comment se répartissent les forces américaines? Au Kenya, on a un détachement des forces spéciales américaines sur le port de Mombasa et dans la ville de Garissa, à la frontière avec la Somalie. Et des drones d'attaque Reaper sont déployés dans la base de Mandabe, qui est une petite base au nord de Mombasa, juste au nord de Mombasa et au sud du port de Lamu. En Éthiopie, les détachements du SOCOM, du commandement des opérations spéciales, sont déployés à l'aéroport d'Arba Minch, qui est au centre-sud de l'Éthiopie, près du lac Tchamo. Là aussi, des drones d'attaque Reaper sont déployés. Ils couvrent de la Tanzanie au Yémen. Aux Seychelles, des drones Reaper également sont déployés à la base de Sainte-Victoria, en plus d'un Lockheed P-3 Orion de surveillance maritime pour tout ce qui est piraterie depuis la Somalie, tout le long de la Corne de l'Afrique. En Ouganda, j'en ai parlé tout à l'heure, déploiement temporaire des forces du SOCOM, donc contre la LRA, pour soutenir le processus de réconciliation politique au Sud-Soudan. Et là, ce sont des drones de surveillance, le modèle U-28 Pilatus, qui sont déployés sur les bases aériennes d'Entebbe, donc au sud de l'Ouganda, et la base de Nzara, qui est un peu plus au nord de Kampala. Couverture de ces drones de surveillance, l'Ouganda, le Sud-Soudan, la République démocratique du Congo et la RCA. À l'ouest, donc dans la bande sahélo-saharienne et sur les côtes ouest africaines, on assiste à une empreinte toujours légère, c'est-à-dire des déploiements à des groupements mobiles facilement déployables, justement, et une augmentation constante des exercices navals conjoints de patrouille et de sécurisation maritime. Donc, en plus des programmes AIMET et ACOTA, depuis 2007, plus de 700 millions de dollars ont été alloués à 8 pays de la bande sahélo-saharienne. Objectif, obtenir des facilités aériennes, donc, pour des avions anti-guérilla, mais essentiellement pour des drones, et des accueils des détachements mobiles de la branche Afrique du SOCOM, donc, qui est commandé par le général de division James Linder. Au Sénégal, je vais détailler cette fois-ci par pays, au Sénégal, de avril à juin 2011, tout se passe à ce moment-là. Dakar accueille les avions gros porteurs américains C-130 sur son aéroport. Le port de Dakar est listé par le commandement Africom comme station pour le partenariat en Afrique.
Le commandant d'Africom, le général Carter Ham, formalise cela officiellement lors de sa visite en juin 2011 à Dakar, où il rencontre le président Abdoulaye Wade, le ministre de la Défense Bekay Diop et le chef d'état-major des armées sénégalaises, le général Abdoulaye Fall. En juin 2012, le Sénégal est mentionné dans un discours de Barack Obama comme faisant partie de la future force de réaction rapide africaine aux côtés de l'Ouganda, du Ghana, de l'Éthiopie et de la Tanzanie. Et le Sénégal accueille plusieurs exercices antiterroristes, ce qu'on appelle les exercices Flintlock. Donc vous verrez sur Internet, on a Flintlock 2013, Flintlock 2014, ça varie selon les pays. Et les exercices navals conjoints de type Saharan Express, sécurité maritime ou Obangame. Les exercices Obangame, par exemple, les exercices Obangame et Saharan Express ont été regroupés pour l'édition 2016 et les deux se sont déroulés au Sénégal, au large des côtes sénégalaises. A noter que la montée en puissance des forces américaines au Sénégal est concomitante au retrait français entamé par Nicolas Sarkozy, fermeture de la base permanente française de Dakar, et augmentation de la présence économique américaine, notamment évidemment pétrolière, dans le offshore sénégalais qui connaît un boom sans précédent depuis 2011, et encore plus maintenant que c'est Macky Sall qui a accédé à la présidence de la République sénégalaise, notamment car il est l'ancien PDG de la compagnie nationale Petrosen. Au Mali, à partir de mars 2012, on assiste au coup d'État du capitaine Amadou Sanogo, donc lui-même qui a fait partie du programme IMET et ACOTA de formation américaine des militaires ouest-africains, contre le président en exercice Toumani Touré. Une grande partie, fait intéressant et un peu inquiétant, une grande partie des militaires qui avaient été formés par l'Africom a rejoint les rébellions. Donc la rébellion du capitaine Sanogo et la rébellion du MNLA, du Mouvement National de Libération de l'Azawad, qui était constitué principalement de tribus sahéliennes et principalement de Touaregs, qui venaient aussi de Libye. Comment les États-Unis soutiennent l'opération Serval, qui est déclenchée par la France début 2013, en lançant elle-même l'opération Juniper Micron. Donc l'opération Juniper Micron consiste à des missions de renseignement tactique, ce qu'on appelle des missions ISR, grâce au drone U-28 Pilatus, qui décolle de l'aéroport de Ouagadougou au Burkina Faso et de l'aéroport de Niamey au Niger, et fait du renseignement tactique également depuis les forces spéciales déployées sur la façade ouest du Mali en Mauritanie, au cours duquel justement la Mauritanie en 2013 a accueilli l'exercice antiterroriste Flintlock. Donc il y avait les forces mauritaniennes et les forces américaines qui menaient un exercice conjoint, et les forces américaines ont donné beaucoup de renseignements aux forces françaises lorsqu'elles se sont déployées lors de l'opération Serval, en leur fournissant en plus 4 cargos transport C-17 Globemaster. Car vous savez, l'armée française, avec ses réductions, ses coûts budgétaires, a du mal à projeter ses forces, donc elle est obligée de louer soit des vieux Antonov, soit de bénéficier de la logistique américaine, essentiellement dans cette partie de l'Afrique. Au Niger, après le renversement du président Mamadou Tandja, qui est un renversement assez trouble auquel l'Amérique et la France a participé, je pense, de manière... Là, c'est une opinion personnelle, mais je pense qu'avec la profondeur historique, nous découvrirons ce qui s'est réellement passé. Le nouveau président, Mahamadou Issoufou, facilite progressivement l'implantation militaire américaine à partir de 2011. Donc, ravitaillement des drones de surveillance U-28 Pilatus à Niamey, comme je l'ai dit précédemment. 200 hommes de l'US Air Force sont déployés à la base 101 de Niamey, dont en plus de 1 drone d'attaque de type Predator et de 3 drones d'attaque Reaper. Là, il couvre également toute la bande sahélo-saharienne, c'est-à-dire, en plus de la surveillance contre Boko Haram au sud-est du Niger, mais également des missions sur le long du massif des Ifora, au nord-est du Mali. En septembre 2014, toujours le président Issoufou et son ministre des Affaires étrangères Mohamed Bazoum accordent une deuxième base pour l'armée américaine à Agadez, toujours dans l'optique de surveiller et Boko Haram et les mouvements des rébellions et Touaregs et islamistes au Sahel. Au Burkina Faso, l'enquête américaine est en constante progression, surtout depuis le départ de Blaise Compaoré, qui était l'homme de la France, départ acté en octobre 2014. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, des drones U-28 Pilatus de surveillance sont en position à l'aéroport de Ouagadougou,
Et d'autres facilités sont en discussion en ce moment même entre Africom et le gouvernement burkinabé actuel. Fait intéressant, la présence des compagnies américaines, notamment dans le secteur minier, a connu un bond parallèle à l'établissement des forces spéciales américaines au Burkina Faso. Donc là, c'est aussi une constante. Tout ce qui est Sénégal, Mali, Niger, Nigeria, je verrai après Nigeria et Burkina Faso, l'augmentation est toujours parallèle. Augmentation des investissements américains, augmentation de la présence militaire américaine. Au Tchad, Idriss Déby, le président Déby en place depuis 1990, est le principal partenaire des États-Unis dans la sous-région depuis le déclenchement de la guerre contre les terrorismes de George W. Bush. Il accueille également beaucoup d'exercices antiterroristes conjoints, donc l'édition Flintlock 2013 était en Mauritanie, Flintlock 2014 et Flintlock 2015 se sont déroulés au Tchad. Très important car le Tchad est le verrou central et fragile qui doit être stabilisé à tout prix dans cette portion de l'Afrique. À l'est du Tchad, on a la crise du Darfour. Au sud du Tchad, on a la crise en République centrafricaine. À l'ouest, on a Boko Haram. Au nord, on a la zone Toubou et la zone tribale libyenne qui est complètement déstabilisée depuis le renversement de Muammar Kadhafi. Au Nigeria, on a un soutien logistique à minima de l'armée nigériane contre Boko Haram. L'attitude du commandement américain est assez ambiguë à l'encontre d'Abuja sur ce dossier. On avait vu l'armée nigériane qui avait mené une contre-offensive plus précisément, parce que Boko Haram avait, depuis son ralliement à l'État islamique, avait mené une très forte offensive sur Maïdougouri et l'État du Borno au Nigeria. L'armée nigériane avait contre-attaqué, mais elle n'avait pas pu repousser Boko Haram assez contre le lac Tchad, parce que les Américains avaient interrompu leur ligne logistique car ils trouvaient que l'armée nigériane ne respectait pas les droits de l'homme. Vous voyez un peu l'ambiguïté du commandement américain vis-à-vis du Nigeria, notamment parce que le Nigeria, depuis les présidents Obasanjo, Umaru Yar'Adua, Goodluck Jonathan et aujourd'hui Muhammadu Buhari, ont toujours refusé d'établir le QG d'Africom à Lagos. Les Américains ont fait pression pendant des années pour établir le QG d'Africom à Lagos. Le Nigeria a toujours refusé, car il est très jaloux de sa souveraineté territoriale. Ça a été, à l'instar de l'Algérie, l'Algérie aussi est très exigeante sur la souveraineté militaire de son territoire. Donc, est-ce que les États-Unis utilisent un chantage à Boko Haram au Nigeria? Car je lance une idée, mais je trouve assez étrange que Boko Haram ait constamment du matériel neuf dans les vidéos. On voit des Jeeps Toyota, les mêmes qu'on voit en Irak. On voit des blindés. Ils avaient des blindés, mais ils n'avaient pas pris des blindés à l'armée nigériane, mais ils avaient quand même des blindés de transport de troupes. Donc c'est une question que j'ouvre, notamment parce que la zone de Boko Haram est enclavée, donc on ne peut la ravitailler que de manière aérienne. Les États-Unis sont au Niger, au Tchad voisin et au nord du Cameroun. Il n'y a pas 36 routes pour ravitailler Boko Haram. Au Maghreb, la coopération est accrue avec le Maroc et la Tunisie, avec notamment de nombreux exercices navals conjoints. J'ai noté l'exercice Africa Lion sur la côte marocaine, où 2000 marines avaient été mobilisés, en plus de 800 militaires marocains, tous pilotés depuis le QG d'Africom qui est à Stuttgart en Allemagne, le QG des forces terrestres d'Africom qui est à Vicenza en Italie, et le QG des forces navales d'Africom qui est à Naples. Un autre exercice d'ampleur, cette fois-ci en avril 2014, nommé Phoenix Express, a eu lieu, et le plus grand exercice naval conjoint en Méditerranée, supervisé par Africom. Il a recouvert les forces navales du Maroc, d'Algérie, de Tunisie, d'Italie et de Turquie. Sur le Calibien, les détachements d'Africom ont joué un rôle actif au sol durant la première phase de l'opération de renversement de Muammar Kadhafi. Pour nous, c'était l'opération Harmattan, eux, ils l'avaient renommée opération Odyssey Dawn. Puis face à la contagion islamiste d'Al-Qaïda et de Daesh, notamment dans la région du golfe de Sirte, Africom a mené l'opération Odyssey Lightning de mars 2016 à décembre 2016 et a fourni un support aérien au gouvernement d'entente nationale du Premier ministre Fayez al-Sarraj. Il n'a pas officiellement soutenu les forces du général Haftar, mais il soutient le gouvernement formé sous supervision de l'ONU depuis mars 2016.
Donc qu'est-ce que je pourrais dire pour conclure sur le dispositif militaire américain en Afrique? Donc AFRICOM est une forte puissance de coordination qui permet un déploiement rapide d'effectifs militaires terrestres et aériens. J'en prends pour preuve l'opération United Assistance qui avait été menée par le CDC contre le virus Ebola, je ne sais pas si vous vous souvenez, en Libéria, en Guinée-Conakry et en Sierra Leone. Le Pentagone, de l'autre côté, a signé un accord d'application avec Djibouti pour renouveler sa présence à Camp-Lemonnier jusqu'en 2045. Je vais maintenant vous donner quelques chiffres pour vous montrer l'importance accrue de ces dispositifs. Le budget 2008 d'AFRICOM était de 75,5 millions de dollars. Il est passé en 2012 à 300 millions de dollars. Donc c'est assez important. Il a été quelque peu ralenti par le Budget Control Act qui avait été voté au Congrès américain, qui faisait les coupes budgétaires de la défense américaine sur 30 ans. Sur la période 2008-2016, on a une augmentation de 300% des opérations et des opérations des forces spéciales et des activités de coopération. L'utilisation des forces spéciales en Afrique est très importante parce que le SOCOM, qui a été dirigé de 2009 à 2015 par l'amiral William McRaven, est le seul commandement du Pentagone qui n'a pas subi de coupes budgétaires. Tous les autres commandements du Pentagone ont subi des coupes budgétaires, le SOCOM n'a pas subi, et c'est pour ça qu'on dit souvent que le président Obama a été le président de la globalisation des forces spéciales américaines à l'échelle du globe. Une empreinte plus légère, mais une empreinte élargie. Donc le dispositif militaire américain, en conclusion, je voudrais dire que c'est la structure exogène la plus influente sur le continent noir, en dépit de la présence économique, de l'omniprésence même économique chinoise et de la forte visibilité des opérations françaises, Serval au Mali, qui a été théâtralisée après en opération Barkhane, opération L'Harmattan en Libye, opération Sangaris en République centrafricaine. Donc la France est très visible, les Américains beaucoup moins, mais si on devait faire un comparatif des influences, les Américains, je pense qu'ils sont beaucoup plus influents que les Français aujourd'hui en Afrique francophone, sur les questions de sécuritaire et de défense. Donc il s'agit aussi de voir que lorsque les États-Unis, les Américains se déploient sur un théâtre, ils ne font jamais de coopération sans compétition. Donc il s'agit à nous, Français, de ne pas être naïfs à travers tout ce qui a été appelé la mutualisation du renseignement, mutualisation du moyen. Il ne s'agit pas d'être naïf. Coopération sans compétition, ça n'existe pas dans le langage américain. Et les citoyens des différents pays africains doivent aussi prendre ce facteur en compte. Je vous remercie. Merci Clément, c'était une présentation dense et brillante comme on les aime ici. On va prendre quelques questions, je pense que vous en avez. Et est-ce que quelque part c'est pas voulu par les Américains eux-mêmes que les Français soient mis en avant plutôt qu'eux-mêmes? Oui, mais c'est totalement voulu, car leurs ONG et leurs agences, notamment les agences pour le développement, soutiennent beaucoup les mouvements anti-français en Afrique francophone. Non, c'est intéressant parce qu'ils jouent sur le passif colonial, notamment, pour eux mieux s'implanter. Nous ne sommes pas votre ancienne puissance coloniale, donc nous aurons un partenariat gagnant-gagnant évident. Donc du coup, ils ont cet intérêt à laisser faire le gros du boulot aux Français, et eux faire de l'appui tactique, de l'appui du renseignement, des déploiements ponctuels. Mais ils couvrent beaucoup plus de terrain que les forces françaises. Ça, c'est évident. Un autre point sur la présence. Oui, on a souvent dit que, notamment à partir de la présidence Obama, que les États-Unis pratiquaient le partage du fardeau, ce que d'autres appellent le buck passing, ça veut dire qu'ils refilent la patate chaude. C'est vrai, mais ça ne veut pas dire que les Américains ne sont plus là. Ce n'est pas parce qu'ils partagent le fardeau auprès des Britanniques et des Français depuis 2010, notamment en Méditerranée, que les Américains sont absents. Les Américains dirigent depuis derrière. Il n'y a pas une réelle autonomie, une réelle volonté souveraine de certaines opérations françaises, notamment l'Harmattan, le Galilien,
qui est une opération typiquement américaine en leadership from behind. Ce n'est pas juste les valises de Kadhafi que Sarkozy voulait faire oublier. Tu vois. Il y a des trucs beaucoup plus larges. Il y a une question. Yes. On peut penser des relations entre l'Égypte et les USA de nos jours, surtout après le revirement du maréchal Sissi l'an dernier, qui s'est plutôt tourné vers les Russes et les Syriens. Elles seront bonnes avec le Parti républicain, mais elles seront détestables avec le Parti démocrate. Le Parti démocrate n'arrête pas de... Et avec l'Union européenne, notamment l'Union européenne et le Parti démocrate qui font des droits de l'homme une politique en soi. Les pragmatiques du Parti républicain s'accommoderont facilement du maréchal al-Sissi. Globalement, même si le maréchal al-Sissi se tourne vers les Russes, notamment sur les questions de défense, ou sur les accords notamment avec Rosatom sur le nucléaire civil, globalement les Américains se satisferont de la relation avec le maréchal Sissi. Mais justement, c'est intéressant que tu parles de l'Égypte. L'Égypte n'est pas dans l'Africom. L'Égypte est toujours rattachée au SATCOM, donc au Moyen-Orient. Donc c'est vraiment une autre vision pour les Africains. J'avais une question sur la mise en concurrence de l'influence états-unienne sur le continent africain. Donc j'aurais peut-être une question en deux parties sur les influences qu'elle opère. Est-ce que la contribution par exemple de l'appartenance de certains États au Commonwealth, par exemple, ou plus généralement à la culture anglo-saxonne qui a bien favorisé des relations avec les responsables américains, est-ce que donc ça y a beaucoup contribué? Et d'autre part, donc pour la mise en concurrence, est-ce que j'ai en tête une force naissante qui pourrait concurrencer justement la force américaine sur ce territoire? Mais je voudrais avoir ton avis, savoir si est-ce qu'il y a une force en ce moment qui sort un peu du lot africain. Les armées, elles sont force d'un pays africain. Ouais, d'Afrique. Je pense au Maroc en général, qui voit son armée, je crois elle passe la première armée du continent africain, rapport qualité et nombre avec tout le matériel. Est-ce que donc ça pourrait être un énorme frein à cette expansion américaine, à sa solidité sur ce continent-là, du point de vue militaire? Est-ce qu'à un moment donné, il peut y avoir des collaborations, une coopération entre plusieurs États africains, comme on peut le voir? Supervision africaine. Ouais. Non. Ouais. Le Maroc est totalement intégré dans le dispositif américain, contrairement à l'Algérie. Ouais. Le Maroc. Juste pour terminer, je profilais un peu peut-être le détachement justement de la mise sous tutelle de cette influence états-unienne, même si on sait que le Maroc est très lié, même pour des opérations de terrorisme à l'échelle internationale, etc. Je voulais avoir ton avis sur cette Alors, pour la première partie de la question, ouais. Il est évident que les États-Unis se sont déployés principalement dans les pays anglophones du Commonwealth. Comme je l'ai dit au début, quand ils envoient l'USAID, l'agence d'aide au développement, ou quand ils créent les premiers programmes de formation sur le continent, c'est en Afrique orientale, c'est en Éthiopie, c'est en Tanzanie, c'est au Kenya, c'est en Ouganda. L'Ouganda qui pendant toutes les années 90 a été le pivot des Américains en Afrique. Donc oui, ils se sont établis principalement sur les zones anglo-saxonnes, car c'est là où ils ont le plus de facilité. L'établissement en zone francophone a été fait par une forme de dénigrement gentil, pas verbalement, de dénigrement de la présence française, doublé aussi de notre incompétence, parce qu'il faut dire que la France, à partir de 2007 et Nicolas Sarkozy, était incompétente complètement sur le dossier africain. Je veux dire, l'image qu'on a eue quand on a renversé Kadhafi, alors que l'Union africaine avait trouvé un plan de paix, l'image qu'on a eue quand on a renversé Gbagbo, Gbagbo globalement était notre homme, je ne parle pas au niveau des connexions politiciennes, mais notre homme au niveau de favoriser les intérêts économiques français en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui avec le recul. Ouais, mais on le voyait, je pense, à l'époque. Mais là, Sarkozy, et le
le désastreux discours de Dakar de 2007, où il avait dit que l'Afrique n'était jamais rentrée dans l'histoire. C'est-à-dire pour des peuples qui sont vraiment attachés à l'histoire et aux symboles, comme le sont beaucoup de peuples africains, là ça avait fait d'un coup de pied. Sur la question du Maroc, je pense que le Maroc essaiera plus de servir de pôle diplomatique et économique attractif par la promotion des routes commerciales, des énergies renouvelables, oui, sur les énergies renouvelables, et le Maroc pourra coordonner certains regroupements, par exemple sur des zones frontalières, au niveau d'un groupe, par exemple un groupe djihadiste se développe entre la Mauritanie, le Sénégal, le Mali. Le Maroc peut très bien jouer le rôle de puissance qui supervise et qui coordonne et aide bien sûr les armées des pays africains frères qui sont Il y aura une action plus importante que le rôle de zone tampon déjà. Voilà. Mais là aussi, il faudra voir comment s'organise la concurrence avec l'Algérie. Parce que sur ce dossier, l'armée algérienne aussi a son mot à dire au Sahel, c'est évident. Donc il faut voir comment la rivalité entre le Maroc et l'Algérie. Et le fait qu'il y ait une voie qui s'ouvre vers davantage avec les Russes, avec notamment l'implantation d'une, je ne sais pas si vraiment une réserve ou bon, une base, si on peut dire ça, une base militaire c'est à Qasr Srer. C'est des Russes qui vont y être implantés. Est-ce que c'est une base militaire ou un point d'appui ou un point de ravitaillement? Parce que c'est deux choses. Parce que une base militaire, par exemple en Syrie, quand les Russes ont été à Tartous, c'est un point de ravitaillement et logistique, avec quelques conseillers. Mais c'est pas élevé au niveau d'une base militaire. Voilà, je pense que c'est plus un point d'appui. Oui, mais après, ça dépend comment c'est présenté aussi, dans le contexte dans lequel c'est. Le Maroc peut faire comme l'Égypte, c'est-à-dire accueillir des conseillers russes dans la perspective de la lutte globale contre les mouvements terroristes. Le Maroc qui navigue plutôt bien avec ses islamistes nationaux, on va dire, en les intégrant dans le jeu politique, pour ne pas les laisser en dehors, pour pas qu'ils fassent trop de vagues. Mais oui, il peut avoir un point d'appui co-géré par le Maroc et la Russie avec les conseillers russes. Mais je pense que le Maroc n'a pas encore la solidité pour s'émanciper complètement de la tutelle états-unienne. Je prends un exemple tout récent en Afrique du cas gambien, avec le départ de l'ancien président Yahya Jammeh et l'élection d'Adama Barrow. Yahya Jammeh a fait deux erreurs cruciales au printemps 2016, juste avant son élection. Il a voulu signer un accord de défense avec la Russie, alors qu'il est dans un tout petit pays entouré de pays qui sont sous tutelle Africom sur le plan militaire. Et il a reconnu officiellement, diplomatiquement, la Chine. Donc il a voulu favoriser les investissements économiques chinois dans son pays. Donc, là, c'est deux raisons pour se faire dégager. Et c'est ce qui est arrivé d'une certaine manière à François Bozizé en RCA. Lorsque la milice de la Séléka descend du Tchad pour renverser François Bozizé à partir de décembre 2012, il faut savoir que François Bozizé avait donné tous les projets les plus juteux sur le plan pétrolier onshore du nord-est de la RCA, ça veut dire à Boromata et autour de Birao, il les avait donnés à la CNPC chinoise. Et c'est aussi là comment se comprend ce que j'ai parlé tout à l'heure de l'extension des champs, l'extension du champ de déploiement des forces spéciales américaines qui a été fait à partir de l'affaire Kony 2012. L'extension des forces spéciales américaines en RCA. C'est pas juste pour lutter contre la déstabilisation des guérillas, c'est aussi pour faire de la prospective économique, on va dire. Donc je ne pense pas que le Maroc puisse. Le Maroc peut faire de la supervision régionale, mais se poser en tant que force militaire continentale. Je veux dire continentale dans le sens Afrique de l'Ouest, dans toute la CEDEAO. Jusque-là à l'heure actuelle, mais. Derrière ça, un pôle diplomatique, oui. Pôle diplomatique et sur le plan des énergies et sur le plan de la synergie économique, le Maroc est en très bonne voie. Mohamed VI, c'est un très bon boulot. Oui, mais justement, derrière la question de Mohamed sur le Maroc, je voudrais qu'on donne un peu que tu
donnes des éléments de contexte, il y a eu un certain nombre de démarches récentes du Maroc lors de sommets, de déclarations, etc. Sommet de la Ligue islamique. Oui, donc le Maroc renoue un peu avec sa profondeur stratégique africaine, qui n'a pas toujours été le cas. Est-ce que vous voulez peut-être quelques éléments de contexte là-dessus pour qu'on... Donc oui, le Maroc s'est différencié lors de la Ligue arabe, avec le très célèbre discours contre le terrorisme et contre le sectarisme dans les pays musulmans qu'avait fait Mohamed VI sur les sommets de la Ligue arabe. Sur la profondeur stratégique africaine, le Maroc, l'ancien empire du Maroc, je veux dire, sa zone d'influence va jusqu'à Tombouctou, jusqu'à la boucle du Niger. La question aussi de la profondeur stratégique, c'est que va faire le Maroc avec la question du Sahara occidental? Et comment va-t-elle gérer sa rivalité avec l'Algérie sur ce dossier? Je pense qu'il serait le plus profitable, ça serait que le Maroc et l'Algérie trouvent un terrain d'entente rapidement et essayent de mettre en sommeil de manière pragmatique leur contentieux frontalier, pas juste sur le Sahara occidental, avec l'entité sahraoui, mais vraiment sur leurs frontières. Oui, le découpage colonial vous a donné des villages qui étaient anciennement dépendants du roi du Maroc. C'est en train de se faire, ça s'active. C'est en train de se faire, mais la crise de régime que va connaître l'Algérie va être une révélation. Car il faut voir qui viendra après le robot qui est devenu Bouteflika. Est-ce que tu penses que la stratégie américaine en Afrique peut prendre une autre forme avec l'administration Trump? Non. Il y a vraiment des constantes dans la politique américaine qui ne bougeront pas. Ça ne bougera pas. Et je pense que Trump qui essaye pas de la même manière qu'Obama, parce qu'Obama voulait faire du containment géoéconomique global sur la Chine, mais globalement, Trump ne bougera pas. Ça contestera toujours la présence chinoise. Il y aura peut-être, sur le plan opérationnel, il y aura peut-être des différences. Il y aura, sur le plan de l'interventionnisme humanitaire, je pense qu'il y aura une inflexion. Trump n'est pas dans cette veine, il n'est pas dans la lignée des internationalistes libéraux. C'est-à-dire les interventions de forces américaines à caractère humanitaire ou pour faire du nation building, par exemple au Sud-Soudan, Trump, il n'y verra pas d'intérêt économique brut en tant qu'homme d'affaires, donc il n'aura pas cette tendance à l'idéalisme exacerbé qu'ont eu les membres du Parti démocrate ces 8 dernières années. Et donc, peut-être pour terminer, j'aurais une question. Pendant toute cette présentation, on a évoqué différents pays qui avaient à l'œuvre des intérêts et des stratégies en Afrique. Et je pars du principe, peut-être erroné, d'ailleurs tu nous en diras un mot, que dans ces stratégies, dans la mise en œuvre de ces stratégies, il faut tenir compte du facteur humain, des personnels formés. Et je voulais que, peut-être pour conclure, tu nous donnes un petit point de situation sur l'état et le niveau des études africaines et de la connaissance réelle de ces territoires au sein des différentes organisations ou administrations qui sont à l'œuvre dans ce que tu nous as... Administration occidentale. Occidentale et même quelles sont les élites qui sont formées en Afrique pour continuer ces stratégies. Les peuples africains et les élites locales sont globalement assez lucides que ce soit même sur la présence économique chinoise ou la présence militaire américaine. Au niveau de la formation, on a une nouvelle culture de l'entrepreneur africain, mais passée d'abord par des institutions internationales. Je veux dire, on a beaucoup, par exemple, de plus en plus d'économistes chargés de l'économie du développement sénégalais qui passent par le FMI, qui passent par les think tanks américains. Les bourses à l'encontre de certaines filières universitaires africaines ont aussi, elles, explosé depuis 2008. Après, il y a toujours les anciens cadres, notamment Alassane Ouattara, qui lui est passé par le FMI et qui a déjà cette culture économique anglo-saxonne dans l'approche vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Mais
je pense globalement, les Africains sont conscients de leur potentiel, sont conscients des dangers qui les guettent et sont lucides sur les différentes influences extérieures qui s'exercent sur le continent. Et d'un point de vue international, par exemple en France ou aux États-Unis? En France, on a une grosse méconnaissance. Je pense la France est en train de chuter sur ce plan. La Chine, là je vais distinguer les académiciens chinois qui eux sont très pointus sur la question africaine, des hommes d'affaires chinois qui eux arrivent vraiment comme des bourrins sur le terrain. C'est étonnant parce qu'on dirait qu'il n'y a pas de connexion, de transmission de savoir entre les cercles académiques et les cercles business. Les anglo-saxons, et notamment les Américains s'y sont mis un peu, mais les Britanniques ont une très bonne connaissance de la terre africaine et des peuples africains, qui est beaucoup moins idéologisée que ne l'est la connaissance africaine en France, et notamment les études africaines en France, où là je vais être globalement assez direct. Si dans les filières et les études africaines, si on a une analyse qui est à droite du front de gauche, c'est que c'est vraiment une analyse qui tend vers le tiers-mondisme de la mauvaise manière. Il y a des très bons études, des très bons connaisseurs de l'Afrique, par contre dans les cercles militaires. Des gens comme Olivier Hahn, Grégoire Mathias, qui ont travaillé sur le terrorisme au Sahel, Bernard Lugan, tous les gens qui sont avec l'IHEDN, l'école de guerre, globalement, ils arrivent à bien anticiper les crises et les évolutions que connaissent les pays africains, qu'ils soient francophones ou anglophones. Je vous remercie tous d'avoir